trouvé cette criminalité? C'est une enquête impressionnante. C'est bref, je le dis parce que voilà, c'est un format inhabituel pour un documentaire, c'est une quinzaine de minutes. Une enquête impressionnante où l'on voit comment une sœur retrouve l'assassin de son frère. Non, en réalité, pas tout à fait un assassin, le meurtrier de son frère. Où sommes-nous? Nous sommes en Ukraine. Elle s'appelle Katia. Et elle apprend que son frère est mort et elle entre, on va voir comment, en contact avec le soldat russe qui l'a tué. Merci d'être avec nous, Ksenia Bolchakova. Vous êtes journaliste franco-russe, lauréate du prix Albert Londres en 2022. C'est à vous qu'on avait c'est à vous qu'on avait quoi? Décerné du. C'est grâce à vous. Je reprends ma phrase, pardon. C'est à vous qu'on doit. Voilà. Merci. C'est tout à vous arrive. Que l'on doit ce formidable documentaire qui nous avait informé sur Wagner. Hein, et on avait beaucoup parlé ici. C'était quelques mois après le début de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, vous êtes co-réalisatrice avec Pauline Schubart. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste co-réalisatrice du documentaire La sœur et le meurtrier. Merci d'être resté avec nous, Richard Verly, Amiral Olagaray et Renaud Girard, sur Arte, donc 15 minutes, impressionnante, profondément troublant, dans le fond, cette rencontre entre une sœur et le meurtrier de son frère, une sœur qui se lance dans la quête de la dépouille de son frère, et vous qui vous associez à elle pour découvrir qui est ce soldat russe, d'où il vient, quels sont ses ressorts. Mais on commence par le commencement. C'est vous qui aviez rencontré Katia à l'origine, sur le terrain. Tout à fait. Donc on est en mai 2023 et une amie ukrainienne me dit il y a cette jeune femme qui a une histoire absolument dingue. Pardon. Son frère est parti combattre les Russes dès les premières semaines de la guerre. Et depuis le 13 mars 2022, elle n'a plus aucune nouvelle. Alors que c'est son jumeau qui communiquait tout le temps, qui s'envoyait des messages tous les jours, plusieurs fois par jour. Et que même quand il était dans des zones où il n'y avait pas de communication, où le réseau passait pas, il prenait toujours soin d'envoyer des petits textos à sa sœur en les datant, en disant voilà, ce jour-là, je t'ai écrit, tout va bien. Et Katia donc perd la trace de son frère. Il ne répond plus à aucun téléphone, aucun message. Mais par contre, le téléphone lui-même continue à bouger. C'est-à-dire qu'elle récupère, elle se débrouille, parce qu'elle est quand même assez maligne, hein, Katia. Elle se débrouille pour récupérer des localisations GPS et elle suit le déplacement du téléphone de son frère dans les différents villages où il y a des combats. Sachant que le frère, lui, ne répond pas. Alors, je ne sais pas si je dois dévoiler toute l'histoire ou pas, mais... Eh bien, vous savez quoi? On va regarder un extrait. D'accord. Parce qu'effectivement, elle lance, comme des bouées à la mer, des messages pour essayer d'avoir des traces de son frère. Puis un jour, sur son téléphone, il y a quelqu'un qui lui répond. Un message. On écoute. On regarde. Ton frère avait 2 téléphones. Nous les avons pris pour les donner à nos commandants. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de rêver de ton frère. As-tu déjà tué quelqu'un? Non. Ton frère était mon premier. Les suivants sont passés comme une lettre à la poste. Je suis vraiment désolé que ça se soit passé comme ça. Après plusieurs échanges, ils s'appellent en vidéo. La jeune femme parvient à faire des captures d'écran du visage du soldat. Pendant leur conversation, il se présente sous un faux nom. Mais grâce à des logiciels de reconnaissance faciale, nous avons réussi à l'identifier. Nous l'appellerons Timur. Voilà, on va reparler de Timur, hein, parce que c'est une grosse partie du documentaire. Mais quand je parlais d'un documentaire troublant, c'est ça. C'est le meurtrier qui se manifeste. Alors, je sais pas, pour soulager sa conscience. Il voit cette sœur qui cherche son frère. Il sait quelle est la sœur. C'est ça aussi. Il connaît l'identité de celui qui l'a tué et il le raconte à la sœur. C'est quand même assez extravagant. Mmh. Il explique qu'il n'arrive plus à dormir, en fait, qu'il est torturé un peu par ce qui est arrivé ce jour-là pendant la guerre. Et pour lui, en fait, sa manière d'essayer de retrouver le sommeil, retrouver une paix intérieure, c'est d'essayer de contacter la sœur et de lui demander pardon. Et ce qui est quand même inouï, parce que la sœur a perdu son frère, et c'est presque lui qui se plaint, disant « T'as déjà tué quelqu'un ?» Bon, comme si c'était une activité normale. Ben non. Eh bien, moi, ton frère, c'est le premier que j'ai tué. Et après, c'est passé comme une lettre à la poste, tous ceux que j'ai tués. C'est ça qu'il dit. De façon... c'est une espèce d'aveu très étonnant.
Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ensuite, il y a un lien qui se crée entre la sœur et ce soldat russe, qui, en fait, finalement, pour la sœur, c'est le dernier homme qui a vu son frère en vie. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important pour elle, pour faire son deuil. Donc, il y a quelque chose d'assez improbable qui se crée entre ces deux personnages qui vont continuer de rester en contact, malgré tout ce qui les oppose. Alors, la quête se poursuit, parce qu'une fois qu'elle a retrouvé le meurtrier, elle voudrait retrouver la dépouille de son frère. Eh bien, il y a tout un travail que vous faites, alors, très impressionnant, sur les réseaux sociaux, à partir des cartes, en suivant l'évolution de l'armée ukrainienne, en retrouvant peut-être la topographie du terrain. Vous finissez par effectivement identifier le lieu et même celui qui a enterré le frère. On regarde, extrait. Pour faire son deuil, Katia veut retrouver le corps de son frère. Elle demande à Тимур, le soldat russe, de l'aider. Щоб тобі стало легше, допоможи мені, тому що мені треба розуміти, де похований мій брат. Тому що ми його не поховали, обміну тілем не було. І локацію мені скинув. Типа в тому направленні ще. Mais la zone est inaccessible, comme le montrent ces cartes de l'évolution du front, publiées en ligne par des experts militaires ukrainiens. Katia tente alors de retrouver sur les réseaux sociaux des habitants du village. Elle parvient à entrer en contact avec un couple de retraités ukrainiens, Nadezhda et Mykola Kirichenko, que l'on voit ici sur des photos prises avant la guerre. Ils se trouvaient à Mykylske le jour de la mort d'Andriy. Et c'est Mykola qui a enterré le soldat ukrainien. Подивився на кітелі, дивлюсь, старший лейтенант, я так поняв, обозначення українське. Там написано на кітелі «Холодняку». Ну, я так побачив, у нього, воно вже, время пройшло багато. Ноги там видно, що було, що поранення. І в подбородку дирка була. Взяли лопати, я там возле стовба, так, за дорогу чуть-чуть, а далі вже поле йде. Я то почав закапувати, а тут пішов Юрка крест делать. C'est passionnant parce que c'est ça la guerre. On ne le raconte pas, ça. Mais il y a des civils derrière qui retrouvent les dépouilles des soldats abandonnés par les Russes, qui essayent de leur donner une sépulture digne. Et c'est ça que raconte votre formidable histoire, Ksenia. Ce qui nous a beaucoup touché dans cette histoire, c'est d'abord, évidemment, Pauline le disait, le lien qui va se créer entre Katia et ce soldat qui a tué son frère, parce que elle s'accroche à lui, c'est la dernière personne qui a vu son frère en vie, lui s'accroche à elle, c'est la seule personne qui peut soulager sa conscience. Et puis il y a tout ce réseau aussi de citoyens ukrainiens qui sont autour, parce que Katia va passer des mois à essayer de retrouver des habitants du village de Mykylske. La plupart avaient fui le village, évidemment, il y a eu des combats acharnés, et le fameux couple, elle le retrouve après des mois et des mois, vraiment d'enquête sur les réseaux sociaux, parce qu'elle va écrire dans tous les groupes, Telegram, Contactier, Facebook, d'habitants du coin, qui a fait quoi, qui est allé dans quel village. Et en fait, il y a un réseau de solidarité incroyable. On s'en a rendu compte aussi qui s'est créé là-bas dans ces villages. Les gens, après, par exemple, 2 semaines de bombardement, ce que nous racontait Mykola, il est sorti de sa cave et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va ramasser les corps des soldats. Et le hasard a voulu que le seul soldat qui avait son nom encore sur son uniforme, c'était Andriy Kholodnikov, le frère de Katia. Ah oui. Tous les autres n'avaient plus leur nom sur leur uniforme. Donc, et il disait aussi, ça on l'a pas gardé parce que on devenait un petit peu longue, mais ce que nous disait aussi Mykola, ce retraité de la région, il nous disait que ça l'avait marqué, ce nom de famille, parce que c'est un nom de famille d'origine russe. Kholodnikov. Ce sont des petits détails. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'en est rappelé, et c'est pour ça qu'il a réussi à se souvenir de son nom de famille des mois et des mois après, une fois que Katia l'avait contacté. Et alors, vous menez une enquête sur Timour. Timour, c'est ce meurtrier qui s'est manifesté et qui, donc, vous disiez, a soulagé sa conscience. Et vous arrivez, alors là, en compulsant des listings, en allant chercher des informations, le travail que vous faites, vraiment, comme on dit, en open source, les informations que vous pouvez trouver sur Internet, c'est assez extraordinaire. Et vous le retrouvez, qui est-il ?
Du coup, au début, tout ce qu'on a à propos de lui, c'est sa photo que Katia a réussi à faire prendre une capture d'écran lorsqu'ils se sont appelés une fois par FaceTime. Elle réussit à faire une capture d'écran, donc on a son visage un peu caché, un peu, enfin voilà, une photo pas très facile à exploiter. Pourtant, on a quand même réussi à faire une recherche par image, inversée, par reconnaissance faciale, pour essayer de retrouver ses profils sur les réseaux sociaux, pour en savoir un peu plus sur lui. Et ça a fonctionné. On a utilisé plusieurs moteurs de recherche pour finalement retrouver ses profils sur les réseaux sociaux russes. Certains d'abord étaient des profils fermés, donc on ne pouvait pas avoir ni son visage ni son nom. Et ensuite, on a pu, de fil en aiguille, retrouver des profils ouverts où on a trouvé toutes ces photos de lorsqu'il était militaire professionnel en Tchétchénie. Et en fait, voilà, petit à petit, on a réussi à recréer son profil. Et en fait, Timur, il vient d'une région, la Bachkirie, qui est assez lointaine de Moscou. Il était soldat professionnel depuis de nombreuses années et il fait partie de ces personnes qui ont vécu le premier jour de l'invasion, qui savaient pas où ils allaient et qui se sont retrouvés en Ukraine en février, devoir combattre. En Bachkirie, alors voilà, c'est la carte qu'on a extraite de votre film. Hein. Donc c'est à combien de milliers de kilomètres de Moscou? C'est loin. Ouais, hein. c'est plus loin. Et la Bachkirie, c'est donc une des provinces qui a le plus contribué en termes de sacrifice à cette guerre voulue par Poutine. Et c'est une des provinces où il y avait eu des mobilisations de maires, d'ailleurs, de soldats, et des protestations. Vous vous souvenez, on en avait parlé ici une fois. Il y avait eu véritablement une sorte de fronde contre les nouvelles vagues de recrutement. C'est une des régions qui a payé le plus lourd tribut en fait en termes de mortalité depuis le début du conflit. Alors on n'a pas les chiffres officiels évidemment, mais c'est une région qui est peuplée de minorités ethniques, dont Timur lui-même est tatar. Et les minorités ethniques en Russie, surtout la première année de guerre, c'était moins le cas la deuxième année, ont fait partie des soldats qui ont le plus été tués au front. Et donc, c'est un homme marié qui a 2 enfants. Oui. Vous avez retrouvé sa sœur. On entend sa sœur dans ce documentaire. Non, c'est une enquête, encore une fois, une enquête policière, journalistique passionnante. Et après, il a quitté le front. Lui, il est rentré, sain et sauf, sur ses 2 jambes, dans son pays. Il veut surtout ne pas repartir faire la guerre. Sa sœur dit, ça n'est plus le même homme. Oui. Ça n'est plus le même homme. Ouais. Elle parle très concrètement de ce qu'il a vécu quand il est revenu du front. Elle dit qu'il était très fermé, il parlait pas de ce qui s'était passé sur le front. C'était un sujet un peu tabou et qu'il avait l'air d'être assez traumatisé d'avoir vécu cette expérience-là. Et ensuite, selon nos informations, il serait pas retourné au front et il aurait trouvé un travail en Russie et il essaye de pas revivre ces moments-là. La sœur est le meurtrier, un soldat qui se manifeste pour dire à la sœur de celui qui l'a tué, bien que c'était son premier, une forme de dépucelage qui ensuite, c'est encore une fois, c'est intéressant. Je dois dire que ça inspire 2 choses. D'abord, l'admiration du travail remarquable que vous avez fait, qui montre aussi une très grande porosité, si vous voulez, puisque vous avez été capable de trouver tout cela, qui est assez extraordinaire. Vous imaginez bien combien les services qui recherchent des cibles plus importantes ou plus différentes, enfin de nature très différente, peuvent avoir accès à ce genre de choses. Alors bien sûr, ça demande des moyens considérables, mais ce que vous avez fait est tout à fait extraordinaire. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est de dire que on touche à l'humanité du combattant. Nous n'avons eu jusqu'à présent que des exemples de massacreurs de Bouchka, des choses comme ça. Et pour moi, qui ai eu la responsabilité de former des officiers en particulier, nous leur donnions cette notion de responsabilité, d'avoir le pouvoir de tuer, éventuellement de se faire tuer, d'amener des hommes se faire tuer. Et nous n'avions pas trouvé tellement d'exemples de ce type-là, en particulier dans l'armée russe, parce que d'abord on ne les voyait pas, on ne le savait pas. Et vous avez montré là qu'il y a encore de l'humanité, même dans l'inhumanité. Et ça, je dois dire que ça me touche beaucoup. Je trouve que ça touchera beaucoup, beaucoup de soldats et que, bien sûr, il n'y a pas que des assassins, des monstres. Il y a aussi une part d'humanité dans chacun. C'est formidable, parce que ici, sur ces plateaux, on parle de front, de géopolitique, de statistiques, de décisions gouvernementales, etc. Mais la réalité de la guerre, elle est humaine. Et là, nous avons une plongée
dans ce que c'est. On a cette femme qui cherche son frère. On a vu le frère d'ailleurs, qui est très beau comme elle d'ailleurs, et qui est donc un jeune Ukrainien qui a le courage d'aller se battre pour son pays, c'est remarquable. Et puis effectivement, elle recherche son frère et le soldat qui l'a tué accepte le contact, accepte de parler. Et puis, ce qui est extraordinaire dans ce documentaire, c'est que vous suivez l'histoire jusqu'au bout. C'est-à-dire vous suivez l'histoire du soldat qui a tué au combat, du Timour. Andriy. Et ça me rappelle en fait, vous savez, cette histoire très humaine en 1914, lorsque les soldats allemands et anglais avaient fraternisé pour la veille de Noël, le 24 décembre, pour le football. Et ils avaient célébré une messe ensemble, ils avaient partagé un repas ensemble. C'est une histoire humaine que je trouve absolument formidable. Ça n'a pas arrêté la guerre de 14, mais cette fraternisation le jour de Noël, c'est une histoire humaine qui m'a toujours beaucoup touché. Et votre histoire est extraordinaire. Moi, je trouve extraordinaire. C'était juste pour compléter un peu ce que vous disiez, mais nous aussi, c'était un des aspects intéressants, c'est que c'est cette zone grise où la victime et le bourreau vont parler, c'est ce petit espace d'humanité qui reste, où le dialogue est encore possible, même si la situation est quand même horriblement triste dans le cas de Katia, parce qu'elle a toujours pas récupéré le corps de son frère. La zone est toujours vraiment littéralement sur la ligne de front. Elle ne sait même pas si la sépulture est toujours en place, parce que il y a 2 petits vieux du village qui ont creusé un trou il y a 2 ans, avec les bombardements qui ont eu lieu, avec les troupes qui sont passées sur cette zone. Elle est dans un état aussi aujourd'hui, moi je lui ai parlé il y a pas très longtemps, elle est ravagée par la tristesse, et même si elle a eu cette enquête un peu qui lui a redonné du baume au cœur, pas vraiment, c'est pas la bonne expression, mais qui l'a fait tenir en tout cas, et qui a mobilisé son énergie, c'est quand même aussi cette histoire très personnelle, l'incarnation du drame de cette guerre, où il y a des gens qui sont proches, qui parlent la même langue finalement, qui sont en communication. Et elle lui en veut ou pas? Est-ce qu'elle le hait? Elle lui en veut terriblement, mais elle ne le hait pas. Et à aucun moment, elle n'a voulu se venger. À chaque fois, tout ce qu'elle nous a dit, c'était « je veux que justice soit faite ». Elle a une fixation et une obsession. Elle veut que Timour soit un jour arrêté, jugé et emprisonné. On ne sait pas dans quelles circonstances il a été tué. Est-ce que c'était dans le cadre d'un combat, auquel cas c'est la guerre, ou est-ce qu'il a été exécuté, comme on l'a vu malheureusement trop de fois en Ukraine? Ce qu'on sait de façon certaine, c'est ce que le commandant d'Andriy a raconté à Katia, c'est qu'il y a eu des combats, qu'Andriy a été blessé, qu'il avait des blessures aux jambes et aux bras, que ses camarades lui ont dit « il faut que tu restes caché dans la maison, on viendra te rechercher ». Plus personne n'est jamais venu le chercher. Et ce que Timour raconte à Katia dans les échanges, c'est que Andriy était au sol, qu'il ne voulait pas se rendre et qu'il a dû l'abattre. Alors, est-ce que Andriy lui tirait dessus? Est-ce qu'il y a eu de la résistance? Ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on ne peut pas déterminer parce qu'on n'était pas dans cette pièce avec eux. Mais le retraité qui a enterré Andriy nous dit aussi dans son interview qu'il avait un trou une blessure par balle dans le menton. Donc, on se doute qu'il a été tué comme ça. Richard? Oui, ça me rappelle une histoire. Vous savez, on va commémorer le 6 juin 44. J'étais samedi à Ouistreham, où il y a une exposition avec des photos d'anciens combattants, de vétérans, et sur l'une de ces images, j'ai oublié le nom du combattant, c'était un Britannique. Il raconte que après la guerre, il a été contacté, ou son unité a été contactée justement par la sœur d'une victime allemande, et il se trouve, c'est marqué sur cette affiche, il raconte qu'il avait récupéré parmi les papiers d'identité des soldats allemands tués lors des combats, il y avait les papiers d'identité du frère de cette femme. C'est un vétéran britannique, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais sa photo est en ce moment à Ouistreham, là même où les chefs d'État seront le 6 juin prochain. En tout cas, c'est un épisode vraiment qu'il ne faut pas manquer, d'une série qui s'appelle Source, qui est baptisée Source, à laquelle vous contribuez, Pauline, qui propose ces documentaires d'une vingtaine de minutes sur différents sujets. Et donc celui-là, on peut le retrouver, La sœur et le meurtrier. Combien de temps vous avez consacré à cette enquête incroyable d'entomologiste? Plusieurs mois. Ouais. Plusieurs mois pour retrouver. Ouais. Et maintenant, Timour ne donne plus signe de vie. Il ne veut plus parler de la guerre avec vous, ni avec Katia.
Avec Katia, il ne veut plus avoir le moindre contact. Ouais, depuis plusieurs mois, on n'a aucune nouvelle. Est-ce qu'il encourt quoi que ce soit de la part du commandement russe pour avoir pris contact avec la sœur d'un soldat ukrainien qu'il a tué? Haute trahison, potentiellement. Oui, haute trahison. Bien sûr. Donc il peut avoir trahison subi des d'État. Il risque gros. C'est-à-dire que le fait de contacter le camp ennemi de façon aussi personnelle et puis de se livrer de façon aussi personnelle et donner des éléments, il envoie, rappelons-le quand même, il lui envoie la géolocalisation approximative de l'endroit où serait enterré le corps d'André. Il lui dit ça s'est passé là. Donc il livre des éléments. Il donne du renseignement. Au-delà de ses remords et des choses personnelles qu'il peut lui dire. Il lui donne quand même beaucoup d'informations. Donc oui, c'est passible de peine de prison en Russie. Merci un geste d'humanité incroyable. Ah oui. Sympa. Merci beaucoup, Ksenia, d'être venue. Je signale qu'il y a quelques heures, vous avez reçu une mention spéciale du jury au FIGRA, un festival international du grand reportage d'actualité. Alors, pour un documentaire Russie, un peuple qui marche au pas, que vous aviez co-réalisé avec Véronica Dorman. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline Tchouba. Et donc, votre série Source pour Arte. Merci beaucoup. Amiral Olagaray, Richard Verly, Renaud Girard d'avoir été avec nous dans le temps de l'info.